from a prison in El Salvador whose deportation your administration called an administrative error. You said in a recent interview you could bring him back, but you won't. Are you defying the Supreme Court, sir? No, I'm relying on the Attorney General of the United States, Pam Bondi, who's very capable, doing a great job, because I'm not involved in the legality or the illegality. I have lawyers to do that, and that's why I have a great DOJ. We have a great one. We had a very corrupt one before. Now we have a great one. And they're not viewing the decision the way you said it. They don't view it that way at all. They think it's a totally different decision. Dans les transmissions officielles, la présence des ministres de la Cour suprême est généralement un signe de stabilité institutionnelle. Lorsque cette présence est rompue, le geste prend une autre dimension. Washington, 15 décembre. Lors d'un événement public retransmis en direct, un ministre de la Cour suprême des États-Unis s'est retiré de l'auditoire au moment même où le président, dans l'exercice de son deuxième mandat, faisait des déclarations sur les limites de son propre pouvoir par rapport à la Constitution. Ce départ n'a pas été annoncé ni commenté sur le moment, mais il a été remarqué. En quelques minutes, la répercussion avait déjà dépassé les limites du lieu et s'était répandue parmi les membres du pouvoir judiciaire, du Congrès et de la presse spécialisée. Ce qui aurait dû être une apparition de routine dans le calendrier politique s'est transformé en un geste institutionnellement significatif devant les caméras et les témoins. À partir de ce moment, la relation entre les pouvoirs a commencé à être discutée en termes plus aigus. Et l'épisode a rapidement attiré l'attention des juristes et des historiens qui suivent le fonctionnement des freins et contrepoids prévus dans la structure constitutionnelle. La présence de magistrats de la Cour suprême lors d'événements organisés par l'exécutif est prévue, mais non obligatoire. Il s'agit d'une pratique de coexistence entre les pouvoirs, dont la valeur réside précisément dans le maintien d'une certaine distance respectueuse. Le fait qu'un ministre quitte les lieux pendant un discours présidentiel ne correspond pas aux normes connues de cette coexistence. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a suscité des réactions immédiates parmi les observateurs du système. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Au cours des heures qui ont suivi, les premières notes en coulisses ont été publiées, suivies de rapports contradictoires, puis de la déclaration publique du président de la Cour, le Chief Justice, qui a préféré ne citer aucun nom ni adresser de critiques directes, mais a profité de l'occasion pour réaffirmer un principe qui semblait évident jusqu'à peu de temps auparavant. Les divergences avec les décisions judiciaires doivent être traitées par le biais des mécanismes juridiques existants, et non par des affrontements rhétoriques ou des tentatives de délégitimation. La déclaration a été formulée dans un ton technique, sans appel émotionnel, mais elle a été comprise comme une tentative de contenir une escalade. En abordant l'inapplicabilité des procédures de destitution contre les magistrats comme moyen d'exprimer son désaccord, le chef du pouvoir judiciaire a réintroduit dans le débat public une ligne de démarcation qui, dans d'autres circonstances, n'aurait même pas besoin d'être rappelée. Il ne s'agissait pas de répondre directement au président, mais de signaler aux autres institutions qu'une limite était en train d'être testée. Ce geste, tant le départ du ministre que la note du président de la Cour, s'est produit dans un contexte déjà marqué par une tension accumulée. Depuis le début du nouveau mandat présidentiel, la rhétorique contre les décisions judiciaires était devenue plus fréquente, tant dans le ton que dans l'intensité. Des déclarations publiques remettant en cause la légitimité des juges, des publications attaquant l'impartialité des tribunaux et, dans certains cas, des demandes explicites de destitution de magistrats fédéraux ont commencé à composer un paysage institutionnel auparavant considéré comme exceptionnel. Le départ d'un membre de la Cour suprême face à des déclarations sur la portée de l'autorité présidentielle par rapport à la Constitution a été interprété comme un geste limite. Il n'y a pas eu de confrontation directe, mais il y a eu un refus de rester. Il n'y a pas eu de déclaration officielle du ministre concerné, mais il y a eu une réaction immédiate de la présidence de la Cour. Il n'y a pas eu de tumulte, mais il y a eu un bruit institutionnel. Ce type d'événement se limite rarement au moment où il se produit.
Il s'inscrit dans une trajectoire plus large de redéfinition entre les pouvoirs. Un ministre de la Cour suprême n'abandonne pas une cérémonie présidentielle sans connaître le poids de ce geste. Et un président de la Cour suprême ne rédige pas une note technique sur les limites de la destitution judiciaire sans savoir à quel contexte il répond. Le scénario qui se dessine à partir de cet épisode est encore incertain. Mais le fait est clair, il y a eu un changement visible dans la relation entre l'exécutif et le judiciaire. Et ce mouvement n'est pas passé inaperçu pour ceux qui suivent l'architecture constitutionnelle américaine. Pour ceux qui suivent ces épisodes avec attention, il est essentiel de comprendre le contexte et les implications institutionnelles. C'est pourquoi le suivi continu de ces signaux peut aider à comprendre ce qui est réellement en jeu. C'est dans ce contexte que la réponse institutionnelle prend toute son ampleur. La déclaration du président de la Cour suprême n'était pas seulement une réaction à un épisode isolé, mais s'inscrivait dans une tentative plus large de réaffirmer les fondements de l'équilibre entre les pouvoirs face à un contexte de pression croissante. Depuis le début du deuxième mandat présidentiel, l'exécutif adoptait une position plus incisive en revendiquant une marge de manœuvre sur des questions traditionnellement soumises à l'examen du pouvoir judiciaire. Cette tendance s'est manifestée sur différents fronts, dans les mesures liées à la politique tarifaire, dans les décrets sur les expulsions, dans les interprétations relatives à la sécurité nationale et même dans les signaux indiquant que les décisions judiciaires pourraient être ignorées au nom de l'urgence ou de la souveraineté présidentielle. À partir de ce moment, il ne s'agissait plus d'épisodes ponctuels, mais d'une convergence progressive de tensions qui touchait au fonctionnement même des institutions dans le cadre de la séparation des pouvoirs. La Cour suprême, quant à elle, s'est vue contrainte d'assumer un rôle plus visible face à ces pressions. Historiquement réticente à s'exprimer publiquement en dehors des dossiers, la Cour a commencé à émettre des signaux indiquant qu'elle jugeait nécessaire d'expliciter certaines limites. La note de John Roberts, réitérant que les divergences doivent être traitées par voie de recours et non par destitution, s'inscrit dans cette logique. Il ne mentionne pas directement le président et ne prend pas position sur la validité de mesures spécifiques. Mais en reprenant l'idée d'une révision par les instances supérieures, il indique qu'il existe une voie institutionnelle qui ne peut être contournée par des décisions unilatérales de l'exécutif. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le geste du ministre présent à l'événement a été interprété comme quelque chose de plus qu'une réaction personnelle. Il s'inscrit dans un processus plus large d'autodéfense institutionnelle du pouvoir judiciaire, face à un pouvoir exécutif qui a cherché à plusieurs reprises à repousser ses propres limites opérationnelles. Ce n'est pas la première fois que des tensions de ce type surviennent, mais la récente accumulation d'épisodes et la fréquence avec laquelle le président conteste les décisions judiciaires en dehors du cadre formel contribuent à donner l'impression qu'un changement structurel est en cours. Les réactions au sein de la communauté juridique illustrent également ce point. Les tribunaux régionaux, les associations de juges et les professeurs de droit constitutionnel ont commencé à publier des notes et des articles qui reprennent les principes élémentaires du système, tels que l'indépendance judiciaire et l'autorité de la Cour suprême en tant qu'interprète final de la Constitution. Dans bon nombre de ces textes, le ton n'est pas celui d'un affrontement politique, mais celui d'une préoccupation institutionnelle. L'accent est mis sur le fait que la légitimité des décisions judiciaires ne dépend pas de l'accord du président ou de sa base, mais de la cohérence avec le cadre juridique en vigueur. Ce type de réaction a tendance à apparaître chaque fois qu'il y a des signes que les repères institutionnels sont mis à rude épreuve. À partir du geste du ministre qui a quitté l'événement et de la note émise par le président de la Cour suprême, d'autres mouvements ont commencé à se produire en coulisses. Des membres du Congrès de différents partis ont commencé à discuter, au sein de commissions internes, du rôle du pouvoir législatif en tant que garant de l'équilibre entre les pouvoirs. Certains membres de l'opposition ont proposé des audiences pour débattre des limites constitutionnelles du pouvoir présidentiel, tandis que les alliés du gouvernement ont tenté de minimiser l'épisode, arguant qu'il s'agissait d'une interprétation excessivement stricte d'un discours informel.
Cette dispute narrative montre que l'épisode a eu des effets réels sur le comportement des autres institutions, même s'il n'a pas donné lieu à des actions immédiates. Ce climat de vigilance et de repositionnement institutionnel peut également être observé dans les décisions récentes des tribunaux inférieurs. Les juges fédéraux, lorsqu'ils examinent les mesures prises par l'exécutif, ont commencé à expliciter dans leurs décisions l'importance de respecter les précédents de la Cour suprême, afin d'ancrer leur jugement sur une base plus solide face à d'éventuelles réactions politiques. Il y a un effort clair pour réaffirmer l'autorité judiciaire, non pas comme un obstacle, mais comme un élément fonctionnel du système de frein et contrepoids. Ce type de langage technique renforce le rôle du pouvoir judiciaire en tant qu'institution de contrôle, même sous pression. Dans ce contexte, l'action de la Cour suprême devient particulièrement délicate. La Cour est composée majoritairement de ministres nommés par des présidents du même bord politique que l'actuel mandataire, ce qui intensifie l'examen public de ses décisions. Dans les affaires sensibles, tout avis peut être interprété comme un alignement automatique ou une réaction stratégique, d'où l'importance du geste individuel du ministre qui s'est retiré de l'événement et de la note qui, sans citer de nom, repositionne la Cour comme un pôle institutionnel autonome. Même si ces deux gestes sont discrets, leur poids réside précisément dans le fait qu'ils ne sont ni fréquents ni exigés par le protocole. Ils apparaissent comme une réponse à quelque chose qui, au sein des institutions, est déjà perçu comme hors de la norme fonctionnelle. Pour ceux qui suivent de près le fonctionnement du système politique américain, ce type de mouvement est souvent plus éloquent que les discours enflammés. Le langage du geste, lorsqu'il provient d'une instance qui s'abstient traditionnellement de toute manifestation publique, a une densité qui lui est propre. Et la réaction coordonnée de certains segments du pouvoir judiciaire et du milieu juridique au sens large suggère que nous sommes à un moment charnière. Il ne s'agit pas seulement d'une controverse entre les pouvoirs, mais de la mise à jour des mécanismes institutionnels d'autodéfense face à de nouvelles formes de pression. Des analyses comme celle-ci exigent un suivi continu et une attention particulière aux signes les plus subtils du processus institutionnel. C'est l'engagement qui sous-tend cette chaîne. Offrir un contexte, identifier des modèles et observer les développements en mettant l'accent sur l'intégrité du système. Dans le domaine du droit constitutionnel et parmi les analystes du fonctionnement des institutions, des interprétations divergentes continuent de coexister quant à la portée et aux limites des événements récents. Pour une partie de la communauté juridique, la décision d'un ministre de la Cour suprême de se retirer d'un événement officiel aux côtés du président doit être comprise comme une réaction institutionnelle légitime face à la perception d'une menace directe à l'ordre constitutionnel. D'autres experts, cependant, font valoir que ce retrait, malgré sa valeur symbolique, crée un précédent sensible en admettant que des membres du pouvoir judiciaire manifestent publiquement leur malaise politique lors d'engagements officiels. Même si c'est sous le prétexte de défendre les institutions. Dans cette interprétation, le cœur de la controverse ne réside pas dans le geste isolé, mais dans ce qu'il révèle sur le fonctionnement des normes informelles qui soutiennent, dans la pratique, la séparation des pouvoirs. Les spécialistes des relations entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire soulignent que la tension actuelle ne peut être attribuée à un seul épisode, mais plutôt à un processus cumulatif, marqué par des déclarations présidentielles successives qui cherchent à redéfinir, dans le discours public, les limites de l'autorité judiciaire. On recense au moins 5 occasions où le chef de l'exécutif a ouvertement remis en question les décisions des juges fédéraux, les qualifiant de politiquement orientés ou d'obstacles à l'action gouvernementale, et suggérant des modifications législatives ou constitutionnelles en réponse. Pour les analystes institutionnels, l'aspect le plus pertinent n'est pas seulement le contenu de ces critiques, mais la consolidation d'un modèle de conduite. Un président peut contester des décisions judiciaires dans les limites fixées par le système constitutionnel. Cependant, lorsqu'il remet en cause de manière répétée la légitimité de la fonction judiciaire elle-même, les fondements de la Constitution
entre dans un état de tension permanente. Cette pression s'intensifie lorsque le discours critique s'accompagne de propositions visant à réduire les mécanismes de contrôle, tels que la révision de la stabilité des magistrats fédéraux ou des changements structurels dans les tribunaux supérieurs. Dans ces circonstances, la distinction entre critique politique et affaiblissement institutionnel devient de moins en moins claire. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur les effets juridiques à long terme de cet ensemble de manifestations. Néanmoins, on peut déjà observer des changements dans le comportement d'autres acteurs du système. Les parlementaires qui évitaient auparavant de se prononcer sur l'indépendance du pouvoir judiciaire ont commencé à aborder ce sujet plus fréquemment dans leurs déclarations publiques. Parallèlement, les associations représentant la magistrature ont adopté une position plus affirmée dans la défense des garanties constitutionnelles considérées comme essentielles à l'exercice de la juridiction. Une autre ligne d'interprétation se concentre sur les conséquences systémiques de ce scénario. Les spécialistes en droit constitutionnel comparé observent que la dynamique observée aux États-Unis présente des similitudes avec les processus de renforcement du pouvoir exécutif dans les démocraties constitutionnelles qui ont traversé des crises de légitimité institutionnelle. Ces processus impliquent généralement des attaques verbales récurrentes contre le pouvoir judiciaire, des propositions de réforme institutionnelle, des nominations politiquement alignées et la mobilisation du soutien populaire contre les décisions judiciaires. Bien que les contextes nationaux soient différents, ces éléments sont souvent identifiés par les organisations de surveillance démocratique comme des signaux d'alerte précoce. Dans ce contexte, les analystes estiment que l'orientation récente de la jurisprudence de la Cour suprême, en particulier en matière d'immigration, de sécurité nationale et d'extension des prérogatives présidentielles, jouera un rôle central dans la définition des contours institutionnels de la période actuelle. L'absence de réponse claire et articulée de la part de la Cour peut être interprétée comme une tolérance, tandis que des décisions fermes, même si elles sont fondées sur des critères techniques, peuvent signaler la réaffirmation de son rôle de limite au pouvoir politique majoritaire. Le défi supplémentaire découle du fait que la Cour elle-même fait l'objet d'un examen public intense, car une partie importante de ses membres a été nommée par le même groupe politique qui occupe actuellement l'exécutif. Pour les observateurs institutionnels, cela impose à la Cour suprême une double tâche: préserver son autonomie décisionnelle tout en gérant sa légitimité dans un environnement profondément polarisé. Dans ce contexte, l'action du président de la Cour suprême revêt une importance stratégique. Reconnu pour sa recherche d'équilibre et son souci de la crédibilité de l'institution, sa position sur le sujet, bien qu'exprimée de manière technique et indirecte, est interprétée comme une tentative de contenir l'usure symbolique de la Cour. En réaffirmant que les divergences concernant les décisions judiciaires doivent être résolues par les moyens légaux prévus, et non par des actions de représailles, il cherche à recentrer le débat sur les cadres juridiques et à écarter, même implicitement, l'idée que le pouvoir judiciaire puisse être modelé selon la volonté du pouvoir exécutif. Dans ce contexte, le silence adopté par le ministre qui s'est retiré de l'événement présidentiel a également fait l'objet d'une analyse. En évitant les explications publiques ou les justifications supplémentaires, il contribue à ce que l'attention reste focalisée sur la signification institutionnelle du geste et non sur sa personne. Pour certains juristes, cette attitude renforce l'interprétation selon laquelle ce geste n'avait pas de motivation partisane, mais représentait une prise de position en faveur de l'ordre constitutionnel. D'autres observateurs estiment que le silence rend difficile l'appropriation de l'épisode par des récits politiques concurrents, préservant ainsi sa valeur en tant que signal d'alerte interne. Néanmoins, cet épisode a amplifié un débat plus large sur le rôle des institutions dans des contextes de pression asymétrique, lorsqu'un des pouvoirs concentre les canaux de communication directs avec la société, des ressources administratives importantes et un soutien parlementaire constant. Les mécanismes de contention deviennent de plus en plus dépendants de l'action technique, coordonnée et continue des autres instances. La réflexion qui en découle, selon les spécialistes du droit public et des sciences politiques,
concerne la capacité de résistance des normes constitutionnelles face à la personnalisation croissante du pouvoir. L'histoire constitutionnelle des États-Unis a déjà été confrontée à des défis importants. Mais la particularité du moment actuel réside dans l'intensité et la constance avec lesquelles des principes autrefois largement acceptés sont relativisés dans le discours officiel. L'indépendance du pouvoir judiciaire, l'autorité des décisions collégiales et la stabilité des mécanismes de révision ont été remises en question non pas par des arguments juridiques cohérents, mais par des évaluations politiques à court terme. Cela ouvre la voie à une transformation progressive de la manière dont les institutions sont perçues dans l'imaginaire public. Les analystes les plus prudents reconnaissent que le système dispose encore de garde-fous actifs, tels que le pluralisme institutionnel, l'action des instances judiciaires inférieures et l'engagement de certains secteurs de la société civile. Cependant, ils admettent également que ces garanties doivent être constamment réaffirmées, en particulier dans un environnement où la rhétorique de la confrontation tend à prendre le pas sur le langage constitutionnel. La poursuite des tensions entre l'exécutif et le judiciaire dépendra en partie des décisions que la Cour suprême rendra dans les prochains mois dans des affaires liées à l'autorité présidentielle. Mais elle dépendra également de la capacité des institutions à maintenir des limites réciproques, même sous une pression politique intense. Pour l'instant, le retrait d'un ministre d'un événement officiel et la réponse contenue du président de la Cour suprême restent les jalons d'un système qui cherche à préserver son intégrité face à des défis internes et externes. Même s'ils ne déterminent pas à eux seuls l'orientation future, ces épisodes marquent un tournant difficile à ignorer. Une lecture attentive de ces mouvements, de leurs nuances et de leurs effets institutionnels potentiels est essentielle pour comprendre non seulement le présent, mais aussi les précédents qui pourraient se consolider à l'avenir. C'est avec cet engagement en faveur d'une analyse continue, d'une interprétation rigoureuse et d'une responsabilité institutionnelle que nous suivrons les prochains développements d'un scénario encore en formation.